y a quand même des exceptions, comme celle-là. Donc, en fait, le but de mon exposé sera de répondre à cette question. Donc, vous verrez que la question est quand même assez intéressante. Donc, on cherche trois nombres naturels positifs, tels qu'on a la relation affichée dans le transparent. Okay? Donc, on verra que c'est un tour elliptique dans un certain sens, et on arrivera à trouver une vraie réponse. Okay? Donc, le but est très simple, c'est de trouver une solution, mais pas de manière magique. Je peux évidemment vous sortir les trois nombres et dire, bon voilà, vérifier, ça c'est une solution. Expliquer comment on fait pour le trouver. OK. Donc, pour commencer à faire des maths, donc bon, le fruit, OK, mais c'est peut-être une bonne idée de donner des nombres aux trois variables. Donc, on cherche trois nombres naturels positifs x, y, z, tels que x divisé par y plus z, etc., la somme égale à 4. Alors, donc, une première remarque, c'est que travailler dans M, c'est plutôt difficile, surtout si on fait de l'algèbre. Donc, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va se placer dans Z, ou bien sûr, si on trouve une solution dans Z, ben, il suffit de regarder si les trois nombres sont positifs, et bon. Donc, après, on va plutôt travailler dans Z et regarder à la fin si la solution qu'on a trouvée est positive ou non. Encore mieux, en fait, les dénominateurs, c'est encore une chose un peu pénible à travailler avec, donc on va les enlever. C'est-à-dire, on va se débarrasser des dénominateurs. Bien sûr, on a rajouté quelques solutions, mais bon, c'est pas très grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur cette équation-là, avec la condition qu'on cherche les solutions où x plus y, x plus z et y plus z, tous les trois doivent être différents de 0. Mais en fait, la théorie générale est beaucoup plus jolie pour cette équation-là. Donc, c'est beaucoup plus naturel de considérer cette équation-là plutôt que celle-là. Celle-là, ça fait une jolie image, mais cette équation est plus intéressante. Alors, on peut remarquer que c'est une équation polynomiale. Donc, OK, on peut faire de l'algèbre ou de l'arithmétique si vous voulez. En trois variables, de degré 3. Donc, c'est une équation qui, en général, est très, très difficile à résoudre. C'est-à-dire, si vous prenez une équation polynomiale et vous cherchez les solutions dans Z, ben, c'est beaucoup plus compliqué que chercher les solutions dans R. Et en général, c'est un problème totalement infaisable. Mais là, on a quand même une propriété sympathique qu'elle va nous aider, c'est que l'équation est homogène. C'est-à-dire que les polynômes, chaque bonhomme dans les polynômes est de degré 3. Alors, comment on peut faire pour profiter de cette homogénéité? Bon, c'est l'observation suivante, que si on a x, y, z une solution, bon, alors on peut la multiplier par lambda et on tombe sur une autre solution. Simplement parce qu'il y a un lambda au cube qui sort de chaque monome, mais bon, vous le simplifiez et c'est bon. En fait, vous pouvez même multiplier par un lambda rationnel. Bien sûr, si vous multipliez par un lambda rationnel, vous commencez par une solution entière, bon, vous allez tomber sur une solution qui est rationnelle, ce n'est pas forcément dans Z. Mais bon, gardez en tête cette observation, sera utile dans 2 minutes. Alors, commençons à traiter un cas assez simple, c'est quand une des variables égale à 0. Alors, bon, par exemple, supposons que, vous voyez, l'équation est totalement symétrique par rapport aux trois variables. Donc, commençons à faire les cas où z égale à 0. Bon, je vous garantis, vous obtenez cette équation-là, simplement vous enlevez toutes les z. Donc, alors, il y a des solutions évidentes quand x égale à moins y. Remarquez bien, de l'autre côté, ça ne donne pas des solutions de l'équation de départ, parce que c'est exactement le cas où un des dénominateurs égale à 0. Mais bon, sinon, on a les solutions avec x égale moins y. Et sinon, ce qui reste, c'est 2x moins y au carré égale à 3x au carré. Là, j'ai simplement complété les carrés. Bon, ça, c'est une équation en deux variables et qui n'a aucune solution rationnelle. Donc, en particulier, aucune solution dans Z. Pourquoi? Bon, simplement parce que racine de 3 n'est pas rationnelle. Donc, vous voyez, si vous avez un carré et vous divisez ce carré-là par celui-là, vous trouvez un nombre rationnel dont le carré est 3, donc c'est impossible. OK? Donc, concrètement, c'est très simple de trouver toutes les solutions rationnelles même de l'équation quand z égale à 0. OK? Bon, parfait. Et du coup, on peut supposer z différent de 0. Et avec cette observation-là, maintenant, si on a une solution x, y, z, avec z différent de 0, on peut diviser cette solution par z, et on tombe sur une autre solution qui a cette fois-ci la troisième variable égale à 1. OK? Mais bien sûr, maintenant, on a que les deux premières ne sont plus des nombres entiers, sont des nombres rationnels. Okay? Et d'autre côté, toute solution rationnelle avec la troisième variable égale à 1 sont de cette forme-là, parce que vous enlevez les dénominateurs et vous tombez sur une solution dans Z. Ce que je veux dire, c'est que, quitte au cas où Z égale à 0, qui est facile à traiter, chercher les solutions rationnelles de cette équation-là, c'est la même chose que chercher les solutions dans Z de celle-là. Okay?
Et on peut faire, ça c'est simplement à cause de l'homogénéité, ça n'a rien à voir avec la forme de l'équation. On peut faire la même chose pour n'importe quelle équation homogène. Okay? Donc attention, ne c'est pas qu'on passait de n à z, où effectivement on rajoute des solutions en plus et après on peut vérifier si les solutions qu'on trouve étaient dans n ou non. Là, on n'a rien rajouté. Chercher les solutions, on n'a rien rajouté, je veux dire. Chercher les solutions dans z, c'est autant difficile que les chercher dans q. Ça ne change rien. Et l'intérêt, c'est que bon, maintenant, on est passé de 3 à 2 variables. Donc, on a une courbe. C'est-à-dire, on a une équation en 2 variables. Donc, on peut dessiner l'ensemble des solutions réelles dans le plan. Ça va être probablement une courbe. Bon, c'est une courbe. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une courbe elliptique. Même si, pour l'instant, ça, c'est juste un nom. OK? Donc, jusqu'à là, c'est une procédure assez élémentaire qu'on peut faire pour n'importe quelle équation des 3 variables homogène, on peut se reconduire immédiatement en solution en 2 variables, à une équation en 2 variables, dont on cherche les solutions rationnelles. Ok, donc la première chose qu'on peut faire, c'est de dessiner cette courbe. Voilà, ça c'est la courbe. Donc, vous voyez que même s'il s'appelle courbe elliptique, n'est pas une ellipse. Donc attention, il y a un lien avec les ellipses, mais c'est un lien dont on ne va pas du tout parler. Donc oubliez les ellipses, si vous voulez, pour cet exposé. Donc, alors, juste pour préciser, donc ça c'est la courbe. Alors, nous, on cherche, à la fin de l'histoire, on aura besoin de trouver des solutions positives. Donc, on va chercher des solutions dans la zone rouge ici. Et bon, dans ce dessin, ça ne se voit pas, mais la zone rouge recommence ici très très loin, parce que, disons, cette partie-là va recouper la droite, l'axe des Y, et celle-là pareil. Okay? Bon, donc on cherche bien sûr les points à coordonnées rationnelles sur cette courbe, et en fait plus précisément, on cherche les points dans la zone rouge. Ok? Bon, okay. Donc, comment on fait pour trouver le point rationnel? Il n'y a pas de recette si évidente. On peut commencer à tirer au hasard. Par exemple, on a au moins un point qui est très simple à trouver. Bon, c'est le point 1 moins 1. Bon, vous vérifiez, ça donne une solution de l'équation. Alors, ces points-là posent quand même plusieurs problèmes. Déjà, il n'est pas dans la zone rouge, donc ça ne nous intéresse pas. Mais commençons à trouver des points pas dans la zone rouge, et après on verra comment on fait arriver dans la zone rouge. Et aussi, un autre problème, c'est qu'en fait, bon, il ne donne pas de solution dans l'équation initiale parce que vous voyez x plus y égale à 0. Rappelez-vous que maintenant, on a 2 variables, mais il faut penser que la 3e variable est égale à 1. C'est-à-dire que ça correspond ces points-là, ça correspond à la solution de la première équation donnée par x égale à 1, y égale à moins 1 et z égale à 1. Donc, j'écris plus z parce que z, c'est égal à 1. OK, bon, donc on a trouvé une solution. On peut en trouver d'autres sans trop d'effort, c'est-à-dire en jouant avec seulement 1 et moins 1. Par exemple, on a aussi, bon, avec 0 aussi, on a aussi les points 0 et 0 moins 1. Les points moins 1, moins 1, moins 1, 1 et moins 1, 1. Bon, tous ces points ont le même problème que P. En fait, il n'y en a aucun qui est dans la zone rouge. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Et aucun donne des solutions de l'équation de départ. Encore, pourquoi, par exemple, les premiers ne donnent pas de solution de l'équation, celui-là ne donne pas de solution de l'équation de départ? Parce que z égale à 1. Donc, c'est le dénominateur y plus z qui est égal à 0. Alors, vous pouvez peut-être remarquer que dans mon dessin, donc j'ai le point P qui s'appelle P, mais l'autre, je ne l'ai pas appelé P1 ou P', quelque chose comme ça, je l'ai appelé 2P. Bon, pour l'instant, ça c'est juste une notation, et vous allez voir dans 5-10 minutes qu'en fait, ça va faire parfaitement, disons, c'est parfaitement raisonnable de l'appeler 2P. OK? Donc, on a trouvé 5 points sur la courbe à coordonnées rationnelles, qui par contre ne nous intéressent pas trop pour résoudre notre problème. OK. Alors, avant de chercher d'autres points, on peut étudier un petit peu plus la courbe. Alors, on va remarquer que la courbe possède en fait 3 asymptotes. Alors, il y a un premier asymptote que c'est juste la bisectrice, donc la droite y égale à moins x, c'est la droite noire ici. Et après, il y a 2 autres asymptotes dont l'équation est affichée ici. Donc, par exemple, le premier, c'est x moins 2 plus racine de 3y égale à 4. Okay? Et alors, la droite noire, on va vraiment l'utiliser pour travailler. Les 2 autres, on va un petit peu les oublier. Pourquoi on va un petit peu les oublier? Parce que vous voyez que dans l'équation, il y a une racine de 3. En fait, c'est très simple de vérifier qu'il n'y a aucun point sur les 2 asymptotes jaunes avec les 2 coordonnées rationnelles. Bon, bien sûr, vous pouvez me dire, oui, d'accord. Et alors, bon, disons, c'est un peu compliqué à expliquer, mais disons, on ne va pas les considérer parce qu'on a l'impression qu'il y a le nombre irrationnel qui rentre avec ces 2 asymptotes. Par contre, l'autre est parfaitement rationnel. Je veux dire, il y a beaucoup de points avec les 2 coordonnées rationnelles. Et si la première coordonnée est rationnelle, la deuxième l'est aussi. Donc,
OK. Alors, donc là, il a vu maintenant l'observation un peu plus subtile et celle qui est malheureusement un peu vague, donc je n'ai pas le temps de la rendre précise. Vous voyez que l'asymptote noire coupe la courbe en 2 points. Bon, ça, c'est le point P et ça, c'est le point 5P. Mais il faut vraiment penser qu'en fait, la droite noire coupe la courbe dans un autre point très très loin, à l'infini, ici. Vous voyez, les deux courbes deviennent de plus en plus proches. Il faut penser qu'à l'infini, ici, les deux courbes se coupent. C'est-à-dire qu'il y a un troisième point d'intersection. Bon, là, vous pouvez me demander pourquoi qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Bon, de l'autre côté, il y a encore un point d'intersection, mais il faut penser que ces points-là sont les mêmes que celui-là. C'est-à-dire que le dessin se replie sur lui-même dans un certain sens. Alors, je sais que vous pouvez me dire, bon, ça, c'est pas très mathématique, mais bon, il y a une manière de rendre tout ça précise avec la géométrie projective. Donc, il y a une théorie mathématique parfaitement précise où on rajoute des points à l'infini et effectivement, il y a un point d'intersection en plus entre la courbe à un point à l'infini et la bisectrice passe par ces points-là. Donc, faites-moi confiance qu'on peut faire des maths précises avec cette notion de point à l'infini, juste que je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Si vous connaissez un peu de géométrie projective, bon, il n'y a rien à dire. C'est simplement les points qui correspondent à z égale 0. Et bon, c'est les points à l'infini de la bisectrice. OK. Bon, maintenant, je vais décrire une procédure qui, étant donné 2 points sur la courbe, va fabriquer un 3e point sur la courbe. Et cette procédure-là, c'est les points clés de l'exposé. C'est-à-dire, c'est l'existence de cette procédure-là qui rend la courbe une courbe elliptique, même si je n'ai pas dit qu'est-ce que c'est une courbe elliptique. C'est les propriétés de cette procédure-là qui nous permettront de trouver la solution. Alors, donc, je vais décrire la procédure et après je vais faire quand même quelques dessins pour essayer de l'expliquer d'un point de vue géométrique. Donc, on commence avec 2 points sur la courbe R et S. Alors, rappelez-vous, il faut fabriquer un 3e point. Donc, on fait la chose suivante. On trace la droite L qui passe par R et S. Jusqu'à là, il n'y a rien de spécial. Bon. Notre courbe est en équation de degré 3. Donc, normalement, la droite va couper la courbe en 3 points. Je sais, ce n'est pas tout le temps vrai, mais c'est presque tout le temps vrai. Disons que c'est vrai, et donnons un nom au 3e point d'intersection qui s'appelle T. Donc, vous voyez, on a fabriqué un 3e point sur la courbe, mais attention, on complique un petit peu plus les choses. On va essayer de comprendre pourquoi on doit compliquer les choses. Donc, ce n'est pas lui les points qu'on considère, mais on fait une étape de plus. On va regarder la droite A' parallèle à A. A, c'est l'asymptote, la bisectrice, qui passe par T. Donc, cette droite, qui donc est parallèle à la bisectrice, elle intersecte la courbe en T et seulement en un autre point dans le dessin. Pourquoi elle n'a pas 3 points d'intersection? Bon, en fait, parce qu'il faut penser que cette droite A' est parallèle à A. Donc, en fait, elle coupe A dans ces points-là très très loin à l'infini. Donc, elle passe aussi par ces points-là de la courbe. Je vais vous montrer le dessin. Donc, mais ces points-là, donc cette courbe-là, cette droite-là, pardon, intersecte la courbe en T au point à l'infini et dans un autre point que j'appelle R plus S. C'est juste de la notation pour l'instant. À partir de R et S, on a fabriqué un 3e point. Je sais, ça a l'air un peu compliqué, mais regardons un dessin. Alors, on commence avec S et R, ou R et S. La procédure est évidemment commutative parce que ça commence en faisant la droite par R et S. Donc, la droite L, c'est la droite violette. Vous voyez, la droite qui passe par R et S. Elle coupe la courbe dans un 3e point qu'on appelle T. Et rappelez-vous qu'il faut faire une complication de plus. Donc, on va faire la droite parallèle à la bisectrice qui passe par T. Et vous voyez qu'elle la coupe seulement en 2 points, la courbe. Donc, l'autre point, on va l'appeler R plus S. Et il faut vraiment penser que en fait, il y a un autre point d'intersection qui est là, à l'infini, très très loin. Je sais que là, vous pouvez me dire, mais non, mais là, il n'y a pas de point d'intersection parce qu'il ne se rapproche pas. Mais bon, à l'infini, il se rapproche. Il faut penser que ces points-là, c'est les points d'intersection de toutes les droites parallèles à la bisectrice. En fait, l'ensemble des droites parallèles, c'est simplement l'ensemble des droites qui passent par un point fixé. C'est juste que ces points-là, il est à l'infini. Comme ça, l'ensemble des droites parallèles se comporte exactement comme l'ensemble des droites qui passent par un point donné. OK? Donc, ça, c'est l'idée de la procédure. Et c'est presque la procédure en entière. Il faut juste préciser qu'est-ce qui se passe dans des cas spéciaux. Alors, on va maintenant répéter la procédure pour plusieurs cas où il y a des différentes exceptions.
par exemple, une première question que vous pouvez me poser, qui c'est facile à régler, heureusement, c'est qu'est-ce qui se passe si on veut faire P plus P? Parce que vous voyez, dans la procédure disait que la première étape, c'était de fabriquer la droite qui passe par R et S. Bon, ok, s'ils sont distincts, il y a une seule droite, mais s'ils sont les mêmes points, ben, quelle droite on prend? Bon, il n'y a pas de surprise. Imaginez de prendre R et S et de faire bouger R vers S. Bon, la droite qui passe par R et S devient de plus en plus proche à la tangente. Donc, c'est très raisonnable de dire que, bon, si on fait P plus P, la droite qu'on prend, c'est la droite tangente. Et après, le reste, c'est pareil. Donc, on regarde le troisième point d'intersection, que c'est P, ici. On fait la droite parallèle à la bisectrice, et on regarde l'autre point d'intersection. Et bien sûr, P plus P, bon, c'est très raisonnable de l'appeler 2P. Exactement comme dans le transparent précédent. Donc, si vous voulez, la chose à se souvenir de ces transparents-là, c'est le fait qu'il faut vraiment penser que la droite tangente coupe la courbe deux fois, disons, en deux points, qui par contre coïncident. Donc, la coupe deux fois ici. C'est ce qu'on appelle une intersection double. C'est exactement comme quand vous avez un polynôme avec une racine double. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez un polynôme à coefficient complexe, disons, si vous regardez dans le nombre complexe, un polynôme de degré n a exactement n solutions, il faut les compter avec multiplicité. Et ici, c'est pareil. La droite coupe la courbe en trois points, mais il faut les compter avec multiplicité. C'est pareil presque. Il y a quand même une subtilité, parce que vous voyez, la droite noire ici, la coupe en deux points. Là, il n'y a pas de multiplicité à rajouter. Donc, en fait, la subtilité ultérieure dans ces cas-là, c'est qu'il faut aussi rajouter les points à l'infini. Et bon, on reviendra sur ça. Oui. Et c'est pas possible. Ben, là tu as l'impression que c'est tout droit, mais c'est pas là, c'est pas tout droit. Hein. Imagine, prends une circonférence, il n'y a pas de droite qui la coupe à un point infini. C'est-à-dire, si ça arrive, ça veut dire que tu as un morceau de la courbe que c'est une droite. Et alors, ça veut dire que les polynômes, tu peux l'écrire comme un facteur linéaire multiplié par un polynôme de degré 2, donc c'est pas très intéressant. Oui, non, en réalité, c'est possible, mais ça veut dire que ça fait comme ça. Oui, si les polynômes, tout ce que je suis en train de dire, effectivement, merci pour la question, ça marche si le polynôme est irréductible. Sinon, si on peut factoriser, par exemple, quand le cas z égale 0, là, effectivement, c'est une droite et une autre chose. Mais bon, c'est beaucoup moins intéressant parce que c'est facile, tu baisses les degrés. Ok, donc on a fait P plus P. Bon, maintenant, on peut faire P plus 2P. Mais regardez qu'il y a un nouvel phénomène qui apparaît. Donc, alors, la droite violette, maintenant, elle ne pose aucun problème. Parce que, bon c'est horizontal, mais bon, en tout cas, P et 2P sont différentes. On a le troisième point d'intersection. Mais quand on fait la parallèle à la bisectrice, bon, elle a un seul point d'intersection, pas deux. Mais bon, mais ça, on a compris. Pourquoi elle a un seul point? Parce qu'en réalité, elle a la tangente. Donc, en fait, elle coupe deux fois ici. C'est-à-dire que l'autre point d'intersection, il est encore là. Donc là, c'est T, mais c'est aussi la somme de P et 2P. OK? Donc, jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Donc, P plus 2P, ça fait 3P. Et maintenant, ça explique toutes les normes que j'avais données dans la slide précédente. Bon, et effectivement, si vous faites P plus 3P, vous trouvez 4P. Et 4P plus P, vous trouvez 5P. OK? Donc, jusqu'à là, OK, il n'y a pas... Disons, ça marche relativement bien. Maintenant, il arrive une subtilité, par contre. Bon, évidemment, on est arrivé jusqu'à 5, donc on a envie de faire 6 aussi, non? Donc, on va faire 5P plus P. Alors, le problème de 5P plus P, c'est que maintenant, la droite qui passe par P et 5P est notre asymptote. Disons, lui, c'était moins 1, lui, c'est 1 moins 1. OK? Donc, pour calculer 6P, que c'est P plus 5P, il faut considérer la droite qui passe par ces deux points, qui c'est la bisectrice. Et donc là, les troisième points d'intersection, on ne les voit pas dans les dessins. Mais bon, on a dit que il faut simplement rajouter ces nouveaux points à l'infini. Bon, c'est le moment de lui donner un nom. On va l'appeler 0. Bon, encore, pour l'instant, c'est juste un symbole, mais vous pouvez deviner qu'est-ce qui va se passer. C'est des symboles quand même pas choisis au hasard. OK? Donc, maintenant, on a donné un nom à ces points-là. Donc, 0, donc, répétons. 0, c'est ces points-là qui n'apparaissent pas dans les dessins, ils n'existent pas dans les dessins, qui est très très loin, et toutes les droites parallèles à la bisectrice passent par ces points-là. C'est le point d'intersection de toutes ces droites, et la courbe aussi. OK? Donc, en fait, une fois qu'on a introduit ces points-là, on a une nouvelle manière de décrire la droite A'. À la place de dire la droite parallèle à la bisectrice qui passe par T,
on peut simplement dire, bon, on fait la droite qui passe par P et 0. Parce que 0, c'est les points en commun entre toutes les parallèles à la bisectrice. Donc, c'est la même recette qu'avant, c'est juste qu'à la place de dire parallèle, on dit la droite qui passe par P et 0. Donc, pour calculer 6P, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend la droite L, c'est la bisectrice. Okay? Maintenant, donc cette droite intersecte la courbe en 3 points, P, 5P et T, qui sont les points à l'infini. Bon, maintenant, la droite A', c'est la droite qui passe par P et 0, on a dit. Donc, dans ce cas spécifique, c'est la droite qui passe par 0 et 0. Ben, donc, c'est la droite tangente à la courbe en ces points à l'infini. Ça commence à devenir presque une histoire de science-fiction, mais je vous jure qu'avec la géométrie projective, tout est correct. Alors, ça, c'est la partie, je n'ai pas trouvé une explication très élémentaire à dire. C'est quoi, en fait, imaginez, quelle est cette droite? Quelle est la droite tangente à la courbe à l'infini? En fait, elle ne peut pas être une droite qu'on voit dans les dessins, parce que si on la voyait, c'était une droite qui passe par les points à l'infini, donc une droite parallèle à la bisectrice, qui intersecte la courbe, donc 2 fois au point à l'infini, et après 2 fois dans les dessins, parce que toutes les bisectrices s'intersectent 2 fois. Donc, vous voyez qu'elle intersecte 4 fois, que c'est trop. Donc, en fait, cette droite ne peut pas exister. Bon, en fait, c'est la droite formée par tous les points à l'infini. Croyez-moi quand je dis que c'est des maths. Hein. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que les points à l'infini, c'est en fait un point d'inflexion de la courbe, et la droite à l'infini a une intersection triple. C'est-à-dire que donc, la tangente, c'est cette droite à l'infini, et le troisième point d'intersection, c'est encore les points à l'infini. Bon, résumé de l'histoire, on a que P plus 5P est égal au point à l'infini 0. OK? Alors, la chose, maintenant on a rajouté un nouveau point à la courbe. Donc, attention, notre procédure n'est plus complète, parce qu'on doit expliquer, disons, on doit aussi être capable d'additionner ces points-là. Parce que maintenant, on a un nouveau point. Donc, on doit faire R plus 0, ou R est n'importe quel point de la courbe. Mais bon, en réalité, la même procédure, si vous la décrivez en oubliant le fait en ignorant le fait que 0 est à l'infini, la procédure marche très bien. Donc, on fait la droite L qui passe par R0. Donc, c'est la droite parallèle à A qui passe par R. Et on note P le troisième point d'intersection. Cette fois-ci, il existe normal, disons, dans notre dessin. Maintenant, on fait la droite qui passe par T et 0. Qui, bon, cette fois-ci, c'est égal à L. Et où cette droite intersecte la courbe, on l'intersecte en T, au point à l'infini, et en R, le point de départ. Bon, parce que c'était la droite qui passait par R et T. Bon, je vais vous montrer un exemple, mais concrètement, on a que R plus 0 égale à R, comme la notation suggérée. Okay? Regardez, le dessin est très simple. Donc, on commence par P, on veut faire R plus 0 et P plus 0. Donc, il faut faire la droite qui passe par P et 0. 0, il est là très très loin. Donc, c'est la droite violette. Elle coupe la courbe ici, dans un autre point, que c'est T. Okay? Et maintenant, il faut faire la droite qui passe par T et 0. Bon, c'est encore la droite violette. Elle coupe la courbe dans les points à l'infini, en T et en P, par construction, parce que c'est la même droite qu'avant. OK? OK? Donc, vous voyez que P, là, j'ai fait l'exemple pour P, ça marche pour n'importe quel point de la courbe. Donc, R plus 0 égale à R, et aussi 0 plus R, parce que la procédure est évidemment commutative. OK? Oui? Oui, merci. C'est ma prochaine c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Oui. Mais, alors, remarquez bien, ça fait quand même, donc j'ai même une question, est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'il y a un structure de groupe? Voilà, attends, j'ai pas mentionné l'associativité. Donc, résumé, pour l'instant, ce là c'est la chose suivante. Alors, déjà, on peut faire R plus S, c'est-à-dire c'est une opération bien définie. Là, évidemment, il faudrait tout vérifier, mais c'est vrai. Donc, déjà, c'est bien défini, ça, c'est pas mal. Évidemment, R plus S égale à S plus R, ça c'est clair. Attention, maintenant, c'est même pas une opération sur la courbe, c'est la courbe plus les points à l'infini. Bon, on a un élément neutre pour cette opération, il n'y a pas de souci. Et on a même l'inverse. L'inverse est très simple à fabriquer, parce que si vous commencez avec R, vous faites la droite qui passe par R et le point à l'infini, l'autre point d'intersection, c'est l'inverse. C'est exactement comme on a fait P plus 5P, on obtenait 0, c'était la propriété intéressante, c'était que P et 5P étaient sur la droite, sur un parallèle à la bisectrice. OK?
Donc, pour l'instant, on a une opération, une structure algébrique qui est presque un groupe. Il lui manque l'associativité. Alors, mais, oublions un seconde l'associativité. Il y a quand même une autre question intéressante qu'on peut se poser. Bon, alors moi, j'ai fait toute cette construction géométrique avec les points dans les deux sens, c'est-à-dire avec les solutions réelles. Mais bon, mais nous, on était intéressés aux solutions rationnelles. Donc, si on commence avec R et S, deux points à coordonnées rationnelles, qu'est-ce qui se passe à la solution? Bah, attention, c'est pas totalement clair que la somme est à coordonnées rationnelles. Attention, quand je dis la somme, les coordonnées ne sont pas du tout la somme des coordonnées. Hein. Il y a toutes ces procédures d'intersection, etc. Alors, en général, donc, notre courbe est, donc, vous voyez, il s'agit des équations de degré 3 à coefficient rationnel, mais en général, quand vous calculez les solutions d'une équation à degré 3, bon, il y a des racines cubiques qui apparaissent. Mais là, il y a une subtilité, c'est le fait qu'en réalité, vous avez des équations de degré 3 dont vous demandez que 2 solutions sur 3 sont déjà rationnelles. Oui, imaginez de prendre un polynôme à coefficient rationnel de degré 3 et vous savez que 2 solutions sont rationnelles, bon, alors la troisième est rationnelle aussi, parce que les produits, c'est un signe près et les termes constants du polynôme, par exemple. Et ici, c'est pareil. C'est-à-dire, si, c'est légèrement plus compliqué, mais c'est vraiment la même idée. Si R et S sont à coefficient rationnel, R plus S à coefficient rationnel. Okay? Et encore mieux, R plus S est facile à calculer dans la pratique. C'est-à-dire qu'on a des formules totalement explicites qui nous donnent les coordonnées de R plus S. Encore, il n'y a pas d'histoire de résoudre des racines de polynômes de degré 3, parce que c'est des polynômes de degré 3 dont vous connaissez 2 solutions. Les formules explicites, il n'y a pas une seule formule qui marche dans tous les cas, donc il faut donner plusieurs cas, c'est un peu pénible à écrire, parce que ça dépend si les 2 points sont sous la bisectrice ou non, etc. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas écrits. Mais en principe, on peut tout expliciter et avoir des formules explicites qui calculent la somme de R plus S. Okay? Et qui la calculent de manière pratique, c'est-à-dire je vous donne P plus, les coordonnées de P, les coordonnées de Q, et vous faites P plus Q à la main. Okay? Enfin, les formules sont des formules polynomiales, ça c'est très important pour une autre chose. Ok, donc arrivons maintenant à la question effectivement très naturelle. Est-ce que c'est un groupe? Bon, il nous manque l'associativité. Alors, très souvent, l'associativité dans les exercices, dans les questions pour vous, pour les étudiants, c'est la question la partie la plus simple. Bon, là, c'est la partie la plus compliquée. Il y a absolument, c'est pas du tout clair que la loi est associative, mais elle l'est. Et c'est pour avoir l'associativité qu'on fait cette complication de rajouter la troisième étape, de prendre la droite A', etc. En fait, si vous ne faites pas la partie avec A', vous vous retrouvez avec moins P plus Q, moins P moins Q. Donc, ce n'est pas associatif. Mais avec cette complication en plus, vous obtenez vraiment un groupe abélien. OK? Mais en tout cas, on peut ignorer l'effet associatif. Elle l'est, et bon. On peut même faire une démonstration un peu pénible par force brute, parce qu'on a des formules explicites, mais c'est vraiment un peu pénible, surtout si on veut la faire vraiment en général. OK? Ça, c'était ma prochaine transparent. Et dans ce groupe, on a trouvé un point d'ordre fini. OK. Mais dans le groupe abélien, il y a des éléments d'ordre infini, des éléments d'ordre fini. Peut-être que tous les points sont d'ordre fini, on ne sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'on a trouvé un point d'ordre 6. Parce qu'on a calculé P plus P, 2P, 3P, 4P, 5P. Bon. Et effectivement, vu qu'il est d'ordre fini, on ne peut pas l'utiliser pour fabriquer d'autres points. C'est-à-dire, après, ça cycle. Donc, 15P égale à 3P. OK, donc, essayons maintenant vraiment de trouver les solutions à notre problème. Avec un petit peu d'effort, on peut trouver cette autre solution-là. Bon, elle n'est pas super évidente, mais elle n'est pas gigantesque non plus. Imaginez de programmer avec un ordinateur, vous la trouvez en 30 secondes. Disons, vous écrivez le truc, vous faites tous les tests, bon, ça va relativement vite pour trouver cette solution. Et ça correspond effectivement à une solution de l'équation initiale, celle donnée par x égale 4, y égale moins 1 et z égale à 11. Donc, il n'y a pas de problème avec le dénominateur, ça c'est bien. En fait, les seuls points qui posent des problèmes avec le dénominateur sont les points P, 2P, etc. Donc, ces problèmes-là, on peut l'oublier. Mais bien sûr, elle n'est pas de la zone rouge. Okay? Donc, OK, on a trouvé, disons, une vraie solution, non pas, oui, dans un certain sens, une vraie, mais on a trouvé une autre solution, mais pas dans la zone rouge. Bon, voilà, donc, vous voyez, il n'est pas loin de la zone rouge, mais bon, il est là, malheureusement. Donc, mais bon, maintenant, on sait qu'on peut, quand on a deux solutions, on peut jouer avec pour fabriquer d'autres. Donc, l'idée, c'est simplement de jouer avec P, Q, etc. pour trouver des solutions. Par exemple, on peut faire P plus Q. Bon, OK, ça ne marche pas, il est là. Bon, dommage. Bon, on peut continuer, pourquoi pas.
excusez-moi, on peut faire P plus Q plus 2P, 3P, ça marche pas. Bon, j'ai pas fait les dessins, mais vous pourrez essayer, ça marche pas. Bon, une autre chose que vous pouvez faire, c'est, bon, maintenant, regardons le multiple de Q. Bon, 2Q ne marche pas, il est même plus loin que de la zone rouge que Q. Mais attention, cette histoire de plus loin, plus proche, ça ne veut rien dire, parce que par exemple, 3Q, il s'est rapproché. Il n'est pas dans la zone rouge, mais bon. Ok, donc, en fait, je vais vous spoiler la fin. Q est un point d'ordre infini, et à un moment ou l'autre, on va trouver une solution de la zone rouge. Mais avant de regarder ça, disons, remarquons ce que j'ai dit avant. Ah non, non, vous rigolez parce que ça c'est 3Q, et vous allez regarder à la fin. Alors, donc, ce que je dis, c'est que c'est très facile, les multiples sont très faciles à calculer dans la pratique. Et je vous jure, les formules sont simples. Par exemple, 2Q, voilà les coordonnées. Donc, ça correspond à la solution de l'équation initiale donnée par 9499, moins 8784 et 5165. Donc, c'est une équation, moins 5000, moins 8000, pardon. Donc, c'est une équation, c'est une solution dans Z qui n'est pas du tout évident à trouver à la main. Et maintenant, on l'a trouvé gratuitement. C'est-à-dire, et voilà, 3Q, c'est encore plus absurde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que remarquez bien comme les numérateurs et les dénominateurs croient très vite, et on fabrique des solutions sans aucun effort maintenant. Okay? Bon, par exemple, on peut continuer jusqu'à 8Q, et bon, vous voyez, les points se baladent un petit peu comme ça, et les numérateurs et les dénominateurs croient beaucoup, hein, mais on n'est pas dans la zone rouge. Bon, maintenant, vous pouvez deviner, là je me suis arrêté à 8, que 9 va marcher. Il y a quand même un phénomène, donc je vais vous montrer 9Q, il est là. Alors, ça, je vous laisse avec une question ouverte, où je pose une question à mes collègues si quelqu'un a une explication de pourquoi les premiers à coefficient positif, il est là. Juste pour mes collègues, attention, l'auteur croit comme il faut, quadratiquement. Mais là, c'est la valeur absolue qui est devenue gigantesque. J'ai aucune explication pour ça. Peut-être que c'est un hasard, hein. Mais vous voyez, c'est un hasard étrange. Il est beaucoup plus loin. Je ne sais pas pourquoi il est là. En fait, il y a une théorie qui explique très bien le fait que les numérateurs et les dénominateurs doivent grandir. Et les points respectent cette théorie. Non, ils donnent une estimation de comment le numérateur et le dénominateur grandissent. Et les points respectent parfaitement cette loi. Mais la théorie ne dit rien sur la valeur absolue parce que c'est une théorie de la géométrie projective, donc on s'en fiche de regarder ça. Mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, on a trouvé un point dans la zone rouge, donc bon, c'est quand même raisonnable de l'afficher, et voilà la solution à l'équation de départ. Donc, non, vous voyez, j'imagine que l'image disait 95 personnes ne peuvent pas répondre. Je pense que c'est vrai, non? C'est pas... Ok, donc, juste pour terminer, alors, donc, on peut continuer pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. Donc là, si vous cherchez un point vraiment dans la petite zone rouge ici, c'est 77Q. En fait, il y a un théorème qui c'est encore plus difficile qui dit que dès que vous avez un point d'ordre infini sur une composante connexe, comme celle-là, il faut penser que cette composante connexe, c'est aussi celle-là, parce que le truc se ferme à l'infini. Et bon, tous les multiples sont denses. Donc, en réalité, à un moment ou l'autre, vous allez trouver aussi un point ici, un point partout, en fait. Et bon, donc, là, on a des points aussi, des points sur l'autre composante connexe. Et donc, bon, on a des points partout. Juste, évidemment, 77Q a des dénominateurs et des numérateurs de taille gigantesque. Et ça ne s'arrête pas. Il a 5816 chiffres. Ça ne rentrait pas dans les transparents. Mais bon. Et une chose que j'ai oublié de dire, ça, je suis presque sûr que c'est la plus petite solution. Ça c'est pas du tout expliqué par la théorie des courbes elliptiques, mais je pense que c'est vrai. Bon, alors, juste pour terminer mon exposé, c'est quand même, je pense que c'est raisonnable de dire qu'est-ce que c'est une courbe elliptique. Donc, alors, il y a 50 000 définitions possibles, mais une possibilité, c'est de dire qu'une courbe elliptique est une courbe projective lisse, des mots que vous pouvez ignorer si vous voulez. Bon, lisse, ça veut dire lisse, bon, ok, qui est aussi un groupe. Et notre équation donne un exemple d'un tel courbe. Okay? Si l'équation a un coefficient rationnel, en plus, on obtient, là, il faudrait bien préciser pour dire il faudrait bien préciser qu'est-ce que ça veut dire être un groupe, mais bon, oublions ça. Mais en pratique, on obtient que si on regarde les solutions rationnelles, cet ensemble-là est aussi un groupe. Si on regarde les solutions réelles, c'est un groupe. Les solutions complexes, c'est toujours un groupe. Et par exemple, si l'équation de départ était à coefficient rationnel, ce groupe-là est
automatiquement finitement engendré. C'est-à-dire qu'il y a une partie des torsions, c'est-à-dire une partie d'ordre fini, une partie de points d'ordre fini, et après il y a un certain nombre de points d'ordre infini qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. À l'occurrence, on peut démontrer que pour notre courbe, en fait, il y en a un seul. Il n'y a pas un seul point d'ordre infini, mais je veux dire, il y a une seule copie de z dans les points rationnels. En fait, on peut démontrer que les groupes de points de torsion, c'est vraiment z modulo 6 z, somme directe z. C'est-à-dire qu'on a trouvé tous les points d'ordre fini, et Q est un générateur en plus. Donc, on a trouvé tous les points d'ordre fini, et bon, et tous les autres, maintenant, tous les points s'écrivent comme un multiple de Q plus un multiple de P, et les multiples de P, il suffit d'arriver et de s'arrêter entre 0 et 6, 0 et 5. OK? Donc, juste pour terminer, ma dernière phrase, c'est que, bon, remarquez que, comme nous, on avait une équation de coefficient rationnel, bon, en élevant le dominateur, c'est une équation de coefficient dans Z, et on peut jouer à un autre jeu avec la courbe qui est totalement différente. À la place de s'intéresser aux solutions rationnelles ou réelles comme on a fait, on peut plutôt prendre un nombre premier P et regarder les solutions modulo P. Ou même regarder les solutions modulo P au carré si vous voulez. Voilà, évidemment c'est un ensemble fini parce que maintenant il y a un nombre fini de possibilités. Vous pouvez les compter. Et bon, une des merveilles des courbes elliptiques ou des programmes de Lagrange en général, c'est qu'il y a des liens assez impossibles à deviner la première fois qu'on les voit entre les nombres de solutions de l'équation de modulo P et des choses liées aux solutions réelles de la courbe. Ces deux jeux, on a l'impression sont assez différents, en réalité sont liés de manière très, très profonde, mais je pense que ça sera le sujet des prochains exposés. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si on a le temps de poser des questions. Bon, au moins une question, oui. Oui. Ça, si tu arrives, tu gagnes $1 million. C'est un des problèmes du millénium. Enfin, on a oui, qui te dit que ça s'appelle les rangs de la courbe. Et oui, on a des conjectures qui c'est l'ordre d'annulation dans une certaine fonction analytique associée à la courbe. Mais bon, c'est des problèmes. On tombe très vite sur des problèmes très difficiles. Mais bon, dans la pratique, si tu fixes une courbe et tu veux le savoir, dans la pratique, on a des algorithmes qui marchent très très bien. Des résultats théoriques, c'est beaucoup plus dur. Mais bon, c'est un sujet de recherche très actif. Oui. Non, racine de 3 de deux côtés. On avait dans les équations. Non, je suis presque sûr que c'est la bonne équation. Non, mais c'est juste que ça vient tu dois compléter les. Oui, mais ça vient de cette histoire-là, quand tu complètes les carrés, non, je te jure que c'est comme ça. Ah, non, j'ai pas. C'est une coïncidence numérique. Après, on peut considérer la même équation. Ah, les 4 ici et les 4 de l'autre côté. Oui, ça, je pense que c'est les mêmes 4. On peut tranquillement considérer la même équation avec n à la place que 4. C'est encore une courbe elliptique. Et bon, ça se passe un peu la même chose. Il y a des cas où il n'y a pas de solution sur cette composante-là. Donc, en fait, il n'y a pas de solution dans la zone rouge. Et sinon, il y a des cas où les trucs croient encore de manière encore plus. C'est-à-dire la plus petite solution positive est encore plus grosse. Mais bon, il faut déjà regarder n égale à 416, c'est moins drôle, honnêtement. Oui. Oui, ça c'est malade comme ça. Oui. Oui. Enfin, alors, il y a seulement 12 possibilités pour le groupe de torsion d'une courbe elliptique. Donc, ils ont 12, je pense. Il y a une liste finie de possibilités pour la partie de torsion. Donc, en fait, la partie de torsion, on a des algorithmes qui marchent tout le temps pour la calculer. Trouver les points de torsion, c'est pas difficile. Ça, on sait faire. Donc, ce qu'on ne sait pas faire, c'est de trouver les points d'ordre infini. Et en fait, on s'attend que si tu tires au hasard une courbe elliptique,
as 50% de probabilité que ta courbe n'a aucun point d'ordre infini, et 50, ça c'est une conjecture, en fait. Que tu n'as aucun point d'ordre infini, et 50% de probabilité que tu as un point d'ordre infini. C'est-à-dire que les rangs c'est 1. Et après, il y a des cas bizarres où il y en a plusieurs. Et je pense que, par exemple, la courbe avec les records du rang, c'est des rangs 22 ou quelque chose comme ça. C'est très récent. C'est très dur de trouver des courbes où le rang est très grand. En général, c'est 0 ou 1. Ouais. Ben, ben là, on obtient une jolie courbe complexe que c'est un tore, en fait, c'est un donut. Mais c'est pas totalement évident de comprendre pourquoi. La théorie sur le nombre complexe est beaucoup plus simple. Tout devient trivialisé. La géométrie trivialise totalement l'arithmétique parce que maintenant c'est algébriquement clos. On connaît. La bonne image, c'est de visualiser un donut. Une courbe elliptique, les solutions complexes d'une courbe elliptique sont un tore. Mais je ne dis pas que c'est clair, c'est mis là, mais ça trivialise tout. Ouais. Oui, je pense que peut-être. Après, si vous aurez d'autres questions, je serai là pour après. Donc,